Joachim Salinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur. En parallèle de votre carrière d'acteur au théâtre et au cinéma, vous avez prêté votre voix à des personnages, notamment de dessins animés. Vous le faites encore et vous vous intéressez également à l'écriture et à la mise en scène, puisqu'en 2002 déjà, vous avez écrit votre première pièce qui s'appelait La fabuleuse histoire édifiante de Verica, qui a été présentée dans un festival de théâtre contemporain qui s'appelle La Mousson d'été. Vous travaillez, et c'est comme ça que je vous ai rencontré, grâce à une amie commune qui s'appelle Danielle, on la salue au passage. Vous travaillez régulièrement à Radio France, où vous enregistrez de nombreuses fictions radiophoniques. Et puis, alors c'est comme ça aussi que vous m'avez intéressé, vous participez activement au projet des Stolperstein. Alors c'est quoi ces Stolperstein? C'est des petits pavés brillants de la mémoire qui se lovent entre les pavés des chaussées de France et d'Europe, à l'exception notoire de Paris qui jusqu'ici refuse leur installation pourtant discrète dans l'espace public de la capitale. On peut, avant d'aller plus loin, déjà en dire un mot. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet magnifique des Stolperstein? Oui, dire tout d'abord que j'y participe de manière tout à fait modeste. J'y participe parce que j'y ai un intérêt. Voilà, c'est un projet qui m'intéresse et je pense que c'est important qu'il soit connu et qu'il prospère et qu'il se dissémine. Je l'ai rencontré comme piéton, comme passant, probablement la première fois dans les rues de Bruxelles. Et puis, je suis allé à Berlin, j'en ai vu beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il y en avait dans pas mal de villes d'Europe. Beaucoup en Allemagne, parce que c'est un projet qui est né en Allemagne par la volonté d'un artiste contemporain allemand qui s'appelle Günter Demnig. Et aujourd'hui, en fait, il y a, on n'est pas encore à 100 000, mais je crois pas loin de 90 000 Stolperstein qui ont été posés à travers toute l'Europe. Il y en a même, paraît-il, certaines sur le continent américain. L'idée est toute simple. On pose une pierre commémorative qui va rappeler en quelques informations très simples la mémoire d'une victime du régime nazi, pas forcément juive. Évidemment, c'est majoritairement pour des personnes juives que des pierres ont été posées devant le dernier domicile connu de la personne, et avec cette précision qui est importante pour l'Allemagne, qui en France a pas beaucoup de sens, mais le dernier domicile librement choisi. Ça a de l'importance en Allemagne parce que autant il n'y a pas eu vraiment en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale de politique de ghetto. Les ghettos, c'était plus à l'est où on regroupait les gens dans des quartiers particuliers. Mais il y a eu des politiques d'expropriation et on a obligé des juifs à habiter dans des maisons communes, dans des immeubles particuliers, etc. Et donc le projet de Günter Demnig a vraiment, quand il s'est construit, il s'est affiné de dire, en fait, on veut inscrire la mémoire des victimes dans un lieu qui était leur lieu de vie et un lieu librement choisi. C'est pas un projet qui concurrence les mémoriaux officiels, qui en général se donnent, ce qui est assez normal, un objectif d'exhaustivité, d'aller recueillir l'intégralité des noms des victimes, de faire cette recherche-là. Ce projet de Stolperstein, il vise plutôt à aller inscrire la mémoire d'une personne, puis d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre, à un endroit particulier, dans cet endroit particulier, et de faire un pont à la fois temporel entre l'ici et maintenant, les habitants devant lequel cet immeuble, les habitants de cet immeuble devant lequel la pierre a été posée, les passants qui vont s'arrêter, dont le regard va être arrêté par ce petit carré de laiton donc, qui est brillant, qui vont se demander ce que c'est, qui vont lire les quelques informations disponibles, et puis une autre histoire, des autres histoires, principalement des histoires liées à la destruction des Juifs d'Europe, mais aussi des histoires liées à des actes de résistance ou à des persécutions politiques, évidemment, puisque dans ce projet-là, il n'y a pas de volonté de s'arrêter à une seule catégorie de victimes du nazisme. Ce que j'ai fait, c'était, il y a quelque temps, il se trouve qu'une Stolperstein a été posée à Berlin pour une sœur de mon grand-père. J'y suis pour beaucoup dans la pose de cette pierre, même si, en fait, c'est pas moi qui l'ai complètement demandé. Je me suis arrangé. Et en fait, c'est une histoire, on pourrait en parler pendant 3 heures, absolument géniale. En fait, j'ai mis, il y a quelques années, la première fois que je suis allé à Berlin, devant, d'ailleurs, ce que je croyais être la dernière adresse de cette grande tante, donc cette sœur de mon grand-père, un panneau pour expliquer qu'elle avait vécu ici et que c'était sa dernière adresse connue. Des habitants de l'immeuble m'ont contacté. J'avais laissé un moyen de me contacter. Et puis, une des personnes qui m'a contacté, je l'ai vue l'été d'après, je suis retourné à Berlin. On a développé un lien, on va dire,
départ qui n'était pas encore complètement amical, mais très cordial. Et c'est eux qui ont initié les choses. Et puis alors, l'histoire a duré longtemps. Ça a été très long pour poser cette pierre. Puis au fil du temps, cet habitant d'un quartier du centre de Berlin est devenu un ami. Les recherches se combinant, on s'est rendu compte qu'en plus, c'était pas dans l'immeuble où lui habitait que ma grande-tante avait habité. C'était un peu plus loin. C'est l'histoire des rues de Berlin. Ce quartier était passé à Berlin-Est. Les noms avaient changé. Le mode de numérotation avait changé. Donc on était un petit peu perdus. Mais ça n'a rien changé pour lui. Et ça a permis d'affiner les recherches et de créer vraiment toute une chaîne entre des habitants de Berlin aujourd'hui, moi, mon histoire personnelle, et ce que j'ai fait, parce que du coup, moi je pensais que c'était intéressant, j'ai demandé et on a construit un documentaire pour France Culture, qui s'appelle une Stolperstein pour Eva. Et en vrai, c'est probablement le truc que j'ai fait le plus pour ce projet-là, c'est raconter, m'arranger pour que cette histoire qui se passe à Berlin soit racontée en France et qu'on essaye de médiatiser un peu ça pour en reparler. Mais on est dans un temps où aujourd'hui les témoins directs de la Seconde Guerre mondiale, de l'extermination des Juifs d'Europe disparaissent. Enfin, vraiment, il reste quelques vieilles personnes qui font encore ce travail-là et de transmission. C'est formidable, mais d'une certaine manière, elles vont être de moins en moins nombreuses et puis elles ont le droit aussi à un moment de ne plus avoir envie ou de ne plus avoir la force. Et le travail de mémoire, pour moi, il doit se faire au présent. Il doit se faire dans une... J'aime pas du tout l'expression devoir de mémoire. Je pense que c'est un travail, la mémoire. C'est un travail qui, moi, m'importe, mais je pense que si c'est sous une forme de devoir, ça marche pas. Et il faut que ça fasse des ponts entre l'histoire présente et l'histoire passée. Sinon, il se passe rien. Si je peux me permettre, ce qui me paraît le plus intéressant dans ce projet, c'est le fait que les personnes sont nommées. Leur nom apparaît, y compris leur date de naissance et leur date de décès. Ce qui n'est pas le cas par ailleurs des mémoriaux, hormis effectivement les murs au mémorial de la Shoah où tous les noms des gens qui ont été déportés sont écrits noir sur blanc. Les autres plaques, notamment les plaques qu'il y a sur les écoles et les plaques qu'il y a sur des bâtiments divers et variés à Paris, on parle collectivement de gens qui ont été victimes. Je pense par exemple au fameux immeuble du 209 de la rue Saint-Maur qui a donné lieu à un documentaire et à un livre remarquable de Ruth Zilberman. J'y suis allé pas plus tard qu'il y a 2 jours et j'ai vu la plaque. Et effectivement, la plaque est émouvante, mais elle ne dit rien parce qu'il y a eu beaucoup de déportés partant de cet endroit. Il n'y a pas de nom. Ça désincarne un peu l'histoire. Alors que le fait d'avoir d'un coup, en plus sous ses pieds, c'est-à-dire que la vue, elle n'est pas la même. On ne lève pas le regard, on s'incline vers la victime. Et en même temps, ça ne modifie pas ni le parcours, ça ne gêne en rien. Et j'ai même l'autre jour en rigolant, c'est difficile de rigoler de cette histoire, mais en plaisantant, j'ai pensé que l'endroit dont on parle le plus régulièrement chaque année quand on parle de pavés, c'est Paris-Roubaix, et que ça serait drôle de trouver un cycliste ou un cycliste de l'époque, juif ou pas juif d'ailleurs, qui a été victime des nazis, et qu'au milieu du parcours, il y ait un Stolperstein à son nom. Voilà, je vous soumets l'idée. Pas inintéressant. Voilà. Et donc maintenant, venons-en à notre questionnaire, si vous voulez bien. Moi, j'aime bien rajouter une chose avant, parce que une des choses, moi, qui m'intéresse beaucoup dans ce projet de Stolperstein, puis on passera à autre chose, c'est le fait que ça naît toujours d'une volonté particulière de poser une Stolperstein. Soit c'est les habitants de l'immeuble, ou de la rue, ou du quartier. Soit c'est un projet qui va être porté par, en général, un professeur de collège ou de lycée, et qui va embarquer un petit groupe d'élèves. Soit c'est une association, soit voilà. Mais il y a toujours une volonté, parfois la famille, une volonté particulière, et tout un travail de recherche, plus ou moins grand, ça, il n'y a pas de règles précises, mais il s'agit, avant de demander la pause, de réunir tout ce qu'on peut savoir sur la vie de cette personne et comment ça s'est inscrit à cet endroit-là. Et c'est ça aussi ce qui fait pont, ce qui relie. Le pavé de Letton, il y a quelques informations, mais en fait, on le voit pas toujours, ça on le sait pas toujours quand on regarde juste un pavé de mémoire, mais il y a tout un travail qui a été fait pour chaque pavé, et par des personnes d'ici et maintenant, et d'ici parfois vraiment de l'immeuble ou du quartier, etc. Et c'est ça ce qui fait pont, et c'est ça ce qui, moi, fait sens, et fait un sens de réappropriation de l'histoire. C'est clair, ça produit vraiment du sens, et on pourrait même imaginer, alors je sais pas si c'est prévu dans les projets, qu'en plus du texte, il puisse y avoir un QR code
qu'on puisse scanner avec le téléphone pour accéder aux informations sur la personne. Mais voilà, je veux toujours trouver des idées. Mais en tout cas, le projet en lui-même tel qu'il est déjà aujourd'hui est absolument magnifique. Et encore une fois, on l'encourage. Alors maintenant, venons-en à notre interview podcast pour Le Bonheur, c'est les autres. Et en première question, j'ai envie de vous demander spontanément, c'est quoi pour vous, si je vous demande une définition du bonheur, c'est quoi qui vous vient spontanément comme ça, comme définition ? Ça va être... Non, je rigole parce que je pense à quelque chose lié à la nourriture. Et peut-être à l'enfance et peut-être soit un repas de famille, soit même un dessert que je pouvais manger enfant. Ça va être quelque chose comme ça. Alors évidemment, on a évoqué rapidement le fait que j'avais des frères et sœurs, mais j'avais aussi des parents et mon père était psychiatre et ma mère psychologue. Donc alors évidemment d'être amené comme ça tout de suite à l'oralité, à la première oralité, c'est assez amusant. Sur le rapport au bonheur, pourquoi pas. Cela dit, je suis comédien, donc j'ai aussi un rapport à l'oralité très fort, quoi qu'il en soit, sur le langage aussi. Mais il y a 2 comédiens dans la famille, mais les 3 autres font quoi ? Ma sœur est psychologue. Elle a suivi les parents. Voilà, il y a ce genre de choses circulent dans la famille. Et les 2 autres ? Il y en a un qui est décédé il y a quelque temps. C'est la vie. Et l'autre travaille dans le domaine de l'édition. Alors justement, on parlait du bonheur et on disait, et vous renvoyez le bonheur à la gourmandise et à l'enfance. Et j'allais vous demander justement quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface. Alors, là, comme ça, la première image que j'ai, c'est une glace à l'eau. Sur une plage, espèce de temps, on va dire mythique de l'enfance, rayonnante, heureux, hors sol. Quand je dis hors sol, c'est hors de toute contingence, voilà. Comme Michel Jonas, du coup ? Alors très honnêtement, je viens d'un milieu où on était plus privilégié, je crois, que l'enfance de Michel Jonas. Non, je vais être très honnête avec ça. Il parlait des bords de mer, de la glace à l'eau et de la... Voilà. Mais vient d'un milieu plus... enfin, c'était pas une fortune immense, mais on n'avait aucun souci matériel. Vous habitiez où ? On habitait près du parc Montsouris. Voilà. Donc à Paris. À Paris, dans le 14e, ouais. Vous êtes un homme de culture, vous avez participé à des films, à des pièces de théâtre, vous faites du post-synchro, vous faites des feuilletons, des séries sur Radio France, etc. Donc forcément vous lisez, forcément vous allez au cinéma, forcément vous voyez des pièces de théâtre. Quel est le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou encore l'auteur, qui vous ont marqué, qui vous a marqué ou qui vous ont marqué de manière indélébile ? Et pourquoi ? Alors, je vais parler du théâtre. Il y a plusieurs noms qui pourraient me venir en tête, mais je dirais Jean-Luc Lagarce, pour différentes raisons. Parce que ça fait le pont entre plein d'histoires et plein d'aventures artistiques qui ont été très importantes pour moi, presque plus en tant que spectateur, comme une école parallèle des enseignements officiels que je suivais. Voilà. Est-ce que vous pouvez les présenter un petit peu pour les gens qui ne le connaîtraient pas ? Jean-Luc Lagarce, c'est un dramaturge, c'est quelqu'un qui a surtout écrit des pièces. Il est décédé au début des années 90, je crois. Alors ça, je me trompe peut-être, je vais dire des bêtises. Il était aussi metteur en scène, il était aussi un petit peu acteur. Il a un travail d'écriture singulière, qui est une écriture à la fois qui va disséquer quelque chose de l'intime, disséquer quelque chose de l'ordre des dynamiques du discours, des dynamiques... de la parole adressée. C'est vraiment un auteur de l'oralité. C'est un concept qu'on utilise, les théâtreux, ça peut faire un peu jargonnant, mais en fait l'oralité c'est simplement une langue dite orale, une langue qui travaille l'oralité, c'est une langue qui ne fonctionne que si elle est prononcée. C'est une écriture qui ne fonctionne que si elle est prononcée. Alors ça peut être très bien à lire aussi, mais vraiment sa destination, c'est d'être dite devant un public et d'être partagée, et elle fonctionne, elle fait ses effets comme ça. Et moi, il se trouve que
je me suis ouvert au théâtre contemporain avec à la fois le travail d'Olivier Py et l'espèce de compagnonnage qu'il y avait à ce moment-là, à la fin des années 90, début des années 2000, autour d'Olivier Py. Olivier Py et un certain nombre de gens, entre guillemets, de sa bande ou de sa troupe à ce moment-là, étaient des compagnons de route de Jean-Luc Lagarce, une bonne partie. Et en fait, ça m'a ouvert et ça m'a fait découvrir un auteur comme Valère Novarina, qui est un auteur absolument incroyable, avec des choses très compliquées, des choses absolument géniales, lumineuses, drôles, incroyables parce que à la fois extrêmement complexe, et puis quand c'est bien joué, c'est jubilatoire et la complexité s'oublie au profit d'un spectacle qui peut réunir extrêmement largement, puisque malgré tout un travail intellectuel, tout un travail sur la langue, voilà, il y a des représentations qui sont tout simplement drôles, avec des acteurs drôles et qui emportent le rire bien au-delà d'une compréhension intellectuelle de telle ou telle chose. Ça, c'est aussi la magie de la scène, la magie des acteurs et des actrices, de savoir dépasser a priori ce qui serait un cadre restreint de spécialistes ou de petits cercles d'amateurs. Il y a des moments comme ça où ça dépasse. Au carrefour de ça, il y avait Jean-Luc Lagarce, dont du coup j'ai découvert l'écriture aussi petit à petit. J'avais lu des choses et je comprenais pas au début. Et je me disais, c'est très ennuyeuse, très verbeuse, etc. Et puis je me dis, mais non, mais en fait j'ai compris quand j'ai commencé à voir des spectacles. Je me dis, ah bien, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut l'entendre. Ça a été extrêmement formateur pour moi, comme comédien, ou même à plein de niveaux, de dire, voilà, il y a des choses, parfois c'est un peu ardu, mais il faut y retourner, il faut trouver la porte d'entrée. Une fois qu'on l'a trouvé, ah ouais, c'est très bien. Là, on est à l'Écuche et on est dans une bibliothèque, et les livres ont de l'importance pour vous, parce que là, on a parlé de pièces, mais est-ce qu'il y a quand même un livre qui a vraiment une importance majeure pour vous ? Les livres ont évidemment de l'importance pour moi. Ou un auteur, hein. Je suis pas très... Je suis pas forcément très fidèle, et ça c'est intéressant. Un peu cliché, mais Philippe Ross est quand même assez génial. C'est cliché, mais vous êtes le premier à me le citer depuis le début du podcast. J'en suis peut-être à 25 ou 26 épisodes, alors que moi aussi c'est une référence pour moi. Donc je suis très heureux que vous citiez... Je serais peut-être pas forcément la seule d'ailleurs, hein, mais non, voilà. Mais Philippe Roth, c'est vrai que c'est... Je sais pas comment on prononce Roth ou Roth, peu importe. Oui, je sais pas. À l'anglo-saxonne ou à la française ou à l'allemande. Mais oui, c'est... Alors moi je l'ai jamais lu en anglais, hein, je l'ai lu qu'en français, mais je pense qu'il y a des livres absolument fabuleux, et notamment La Tâche, et notamment et d'autres, Complot contre l'Amérique, etc. Oui, on est très bien. Il y a autre chose qui me vient qui est toujours anglo-saxon, qui est extrêmement différent, mais qui est un livre absolument remarquable, qui est Fun Home d'Alison Bechdel, qui se classe dans la catégorie des romans graphiques. Une histoire génialissime, formidable. Alison Bechdel, de toute façon, est une autrice sublime. Voilà, c'est une... Je ne sais même pas si elle est activiste. Si, elle est activiste, c'est une intellectuelle, activiste, lesbienne. Vous avez peut-être entendu parler du test de Bechdel qu'elle a inventé, pour dire, en fait, le test de Bechdel, c'est si une œuvre, que ce soit un film ou passe le test de Bechdel. Je suis mal placé pour le dire, il faudrait que je l'ai sous les yeux, mais en gros, il faut pas seulement qu'il y ait des personnages féminins, mais est-ce qu'ils ont des rôles importants et quel type de rôle ils ont? Est-ce qu'ils sont seulement des adjuvants des personnages principaux masculins ou pas, etc. Et en gros, c'est de dire, en fait, si on fait passer ce test, entre guillemets, aux œuvres, on se rend compte que des œuvres qui mettent des héroïnes femmes, des figures de femmes au même plan que des figures d'hommes, en fait, il y en a très 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 peu. Et ça, c'est pas seulement... ça, un travail universitaire le met en évidence. C'est assez passionnant sur nos constructions, sur nos représentations du masculin, du féminin et la proéminence de l'un sur l'autre. De quoi ne voudriez-vous jamais vous passer dans l'existence, sous-entendu pour être heureux? D'un vélo. D'un vélo. Vous êtes venu en vélo là? Non, parce que j'habite pas très loin. Donc je suis venu à pied. C'est peut-être une réponse je prends un chemin de traverse, mais c'est bien aussi de prendre des chemins de traverse à vélo parfois. Pourquoi le vélo? Je sais pas, moi j'ai la chance de toujours faire du vélo, voilà. J'ai redécouvert le vélo comme moyen d'émancipation personnelle.
Je pense qu'en plus, c'est un moyen d'émancipation collective. Ça, c'est encore autre chose. Il y a quelques années, et je crois en vrai aussi à Berlin. Je suis allé beaucoup à Berlin, on va dire les 10-12 dernières années, 10 dernières années, notamment, mais pas que, pour y faire des recherches sur l'histoire de ma famille, mais aussi pour tout simplement passer du temps dans cette ville. Et je pense que je n'avais plus fait de vélo depuis 7-8 ans à Paris. Et je me suis remis au vélo là-bas, vraiment. Du coup, j'ai ramené les vélos de Berlin, j'en ai refait à Paris, etc. Et j'en fais beaucoup, et puis c'est important, mais la manière dont on traverse l'espace à vélo est un très bon compromis entre la vitesse et la lenteur. On va plus vite qu'à pied, mais on a le temps de voir les choses et puis s'arrêter pour passer du temps si possible. Mais si on a besoin d'aller d'un espace à l'autre vite, on reste furtif dans les espaces. Et c'est une très grande liberté psychique que pour moi d'avoir un moyen de déplacement actif, d'être actif dans son déplacement et dans sa manière de... Enfin, j'ai l'impression de prendre en charge l'espace à un endroit qui me plaît beaucoup à vélo. Quel est le mot de la langue française que vous préférez, ou bien celui auquel vous pensez à l'instant? On va dire du coup souvenir, mémoire. Mémoire et souvenir, c'est quelque chose qui revient au moment où c'est peut-être un peu trop tard, mais à un moment où en fait c'était important. Je sais pas si c'est le mot que je préfère, mais c'est un mot qui est structurant pour moi, qui est important. C'est une de mes obsessions, une de mes névroses. Le rapport à la mémoire. Mon père était psychiatre, ma mère psychologue, et du côté de mon père, c'est une famille mixte. Mon père était d'une famille juive, ma mère d'une famille catholique, et mes grands-parents étaient des réfugiés juifs allemands, et chacun dans leurs deux familles, la famille Salinger, la famille Spielmann, il y a beaucoup de gens qui sont morts en déportation. Et il y a un moment dans ma vie, vers à peu près 30 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc bizarre, c'est que je savais depuis que j'étais tout petit que je venais en partie de cette histoire-là, de cette famille juive allemande avec beaucoup de gens morts en déportation, mais que ce que je savais de cette histoire-là, en vrai, était très flou, était très peu concret, très peu précis, que rien ne nous avait été caché à proprement parler, mais que, en tout cas à moi, il n'y avait pas grand-chose de précis qui avait été transmis en direct. Et puis c'était le point de départ d'une très longue aventure personnelle et aussi de recherche. Et cette obsession-là, en fait, je crois qu'elle traverse... ça a été aussi une manière de faire des ponts avec d'autres générations. Avec mon père, avec la génération de mon père, avec la génération de mes grands-parents, voire même avant. Alors c'est des ponts parfois un peu fantasmatiques, mais on est tissé de ces histoires-là, et pour moi, en tout cas, c'était important de travailler dessus pour essayer d'en décoder un certain nombre de choses. Bon, ça va peut-être réencoder d'autres choses, alors on ne sait rien, on ne sait jamais ce que ça fait, mais voilà. Kim, est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Oh, je suis un garçon, je doute de rien. Non, je doute. Mais au-delà de la blague, non, mais je suis sur une réflexion là-dessus, de dire, voilà. Je crois que j'ai été, et parce que je suis un garçon, été entraîné à ne pas trop douter. Et en même temps, le doute, c'est ce qui fait avancer. Enfin, le doute, si ça entraîne une forme de remise en question et de remise en jeu, c'est ce qui fait avancer. Ça, c'est un truc qu'on apprend, puis qu'on désapprend, puis que la vie se charge de vous remettre devant le visage, de dire « Ah, bah oui !» Voilà. Mais notamment le travail d'acteur. Alors parfois, les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que ce travail peuvent en avoir une vision très égocentrique. C'était un travail centré sur soi. Ce qu'il est aussi, il y a des dérivés gothiques dans ce travail-là, bien sûr. Mais en fait, c'est aussi un travail où on se remet en question énormément. Bon, alors, c'est centré sur soi, oui. Après, on peut arriver à apprendre à questionner aussi le fait que ce soit centré sur soi. De se dire, mais peut-être que je peux travailler à décentrer quelque chose de moi-même. Et de douter, c'est pas des autres. Bon, ça, on doute des autres, on se méfie des autres, on leur fait confiance. Ça marche pas, c'est la vie. Voilà, mais de se dire peut-être que moi, c'est pas si important que ça tout le temps. D'ailleurs, vous êtes comédien et vous jouez donc la comédie. Et jouez d'ailleurs, une partie de votre famille s'appelle Spielmann. Vous jouez donc. Ah. Et c'est une incarnation
du nom de mon podcast, Le bonheur c'est les autres, parce que quand on joue pas que soi, on joue avec les autres. On ne joue pas forcément pour les autres, on joue avec les autres. Et si on se contente de débiter sa tirade sans tenir compte de l'environnement et des gens avec qui on joue, on est très mauvais acteurs. On en connaît quelques-uns, on ne dira pas de nom, qui jouent effectivement dans l'impression qu'ils sont seuls, soit sur la scène, soit à l'écran, mais probablement c'est pas la bonne vision qu'il faut avoir du théâtre et du cinéma. On est d'accord là-dessus ? Ouais, ce qui est sûr, c'est que ça n'existe pas sans relation à l'autre, aux autres, ce qui fait la spécificité du théâtre. En vrai, la seule spécificité du théâtre, c'est que ça se passe devant des gens. Et c'est pour des gens, si, c'est pour des gens. Pas pour le spectateur. Oui, je pensais aux collègues de... Ah oui, alors on joue pas pour les collègues, on joue avec les autres. Alors parfois on joue contre, c'est bien aussi. Non mais il n'y a pas de... on pourrait développer une éthique tout un discours éthique de l'acteur, de jouer avec, et tout un discours éthique qui pourrait tout être aussi intéressant de jouer contre ses partenaires. Si ça se trouve, les deux seraient tout aussi passionnants et intéressants à défendre. Par contre, à chaque fois, on joue devant et on joue pour. Moi, comme spectateur, ça m'a changé la vie. Il y a des spectacles qui m'ont changé la vie, vraiment. Mais des films qui changent la vie, il y en a, mais pas au même endroit que ça se passe. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Peut-être le snobisme. Ah, expliquez-nous. Je sais pas. Comment dire ça ? Pourquoi j'aurais de l'indulgence pour le snobisme ? Je me suis jamais posé la question, donc je dis ça sort comme ça. C'est idiot. Parce que j'imagine que dans le snobisme, il y a une recherche de raffinement. Un peu idiote, qui va trop loin, voilà. Mais il y a l'espèce d'idée de peut-être... développer quelque chose de particulier à soi, aux autres, voilà. Et ça peut être un défaut, ça peut être très agaçant, les gens snobs ou les gens qui... Voilà. Mais ça... De temps en temps, c'est très agaçant et de temps en temps, ils réfléchissent, ouais, mais c'est bien, ils tentent quelque chose, quoi. Ils testent quelque chose. Les gens snobs sont... Enfin, le phénomène du snobisme, c'est quand même des gens qui essayent de sortir d'eux-mêmes, de faire autre chose qu'eux-mêmes, quoi. De s'inventer une identité un peu différente. Je dirais ça, voilà. C'est ce qui vient maintenant. Et ça a donné une des plus belles, sinon des plus belles, en tout cas des plus sympathiques chansons de Boris Vian. Je suis snob. Eh oui. La France est un pays extrêmement pessimiste. On est parmi les pays les plus pessimistes du monde. Alors que, bon... On peut juger ou non de la pertinence d'un tel pessimisme. En tout cas, vous, est-ce que vous êtes plutôt dans le clan des optimistes ? Et si oui, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir ? Je suis profondément pessimiste. Donc ça... c'est votre côté ashkénaze. Peut-être. Oui, et puis... peut-être. Puis non, je suis profondément pessimiste. Mon optimisme, il est du côté de l'action. Mon pessimisme ne me porte pas trop souvent, heureusement, à la dépression ou à la mélancolie, mais à l'action, en disant probablement ça n'aura pas tous les effets escomptés, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà, on n'en a pas parlé là, mais j'ai beaucoup d'engagements syndicaux notamment dans mon métier et dans mes métiers, et c'est très important. Et je sais que je suis pas très optimiste, mais de se dire il y a quelque chose à mener du côté de la lutte collective, c'est important, ouais. Et dans l'action, il y a des choses qui à force marchent un peu et c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines et les mois à venir, à titre personnel, tout simplement ? De faire du vélo ? Faire du vélo, de trouver un billet d'avion pour le Nicaragua si besoin, vers le 15 juillet, on ne sait jamais. Expliquez-nous ça, c'est surréaliste.
Non, non. Pourquoi le Nicaragua? Pour partir loin de ce pays s'il y a besoin, au 15 juillet, on n'en sait rien. Faire votre révolution. Non, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ouais, de faire du vélo, de prendre du temps pour moi, c'est-à-dire d'avoir des vraies vacances et des vacances avec quelques périodes d'insouciance. Je ne sais pas quand sera diffusé ce podcast, mais on est dans une période où, au moment où on enregistre, qui est assez peu insouciante. Et voilà. Avant, on disait que le temps était la denrée la plus rare. Aujourd'hui, c'est l'insouciance, effectivement. Je partage ce sentiment avec vous. Eh ben, merci beaucoup, Joachim, et on vous dit à très bientôt. Et merci beaucoup donc d'avoir participé au podcast. Merci. Le bonheur, c'est les autres. Merci à vous de m'avoir convié. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.